Dans cette vidéo, je vais vous démontrer pourquoi le cadrage ainsi que la composition sont très importants dans le cinéma. Pourquoi vous devez les connaître et encore mieux, les mettre en pratique. Salut la famille et welcome back sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je suis Paul Chilo, réalisateur DOP et coloriste chez Real Art Studio. Imaginez, j'ai eu une expérience de plus de 15 ans dans l'industrie, mais il m'arrivait un moment à ne même pas savoir faire la différence entre le cadrage et la composition. Et il m'a fallu plus de 7 ans d'apprentissage dans le design et dans la composition pour acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir rendre mes vidéos plus accrochantes et compréhensives dans le monde professionnel. Je me suis dit que non, pourquoi vous laisser faire autant d'années d'apprentissage tant que je peux vous partager mes connaissances. Voilà le pourquoi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du cadrage et de la composition dans le cinéma. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous regardez une vidéo, un film ou même une simple photo, que votre regard se pose instinctivement sur un coin précis de votre écran? Bien sûr que la caméra, les objectifs, l'éclairage et même les performances des acteurs y sont pour quelque chose. Mais nous savons très bien que le secret réside dans la composition et le cadrage. Sans plus tarder, explorons les différentes techniques qui pourront vous permettre d'améliorer vos prises de vue, à stimuler votre créativité et à booster votre carrière dans le monde de la cinématographie. On commence avec le cadrage. Le cadrage, nous savons tous que c'est l'art de délimiter et de structurer l'espace d'une image ou même d'une scène dans un film. Donc, on peut dire que c'est délimiter et structurer. Donc, on retient ces deux mots. Délimiter et structurer l'image ou une scène dans un film. On peut aussi le dire autrement en disant que c'est la manière dont la caméra est positionnée pour capturer une image en déterminant ce qui sera inclus ou exclu du champ de vision. Top shot, comme ça au moins vous allez comprendre. Top shot, on dit que là nous avons le personnage. Là, ici nous avons un grand arbre et là nous avons une maison. Je fais comme ça vous allez comprendre. Dans ça fait acteur, ça fait arbre, puis ça fait maison. Maintenant, je prends une autre couleur pour définir la caméra. Supposons que là, nous avons notre caméra. Et la caméra qui est là me fait ce plan-ci. Si ça, c'est notre écran, et je suis ce dessin, ça veut simplement dire que mon personnage est quelque part là. La maison, supposons qu'on voit la maison là. Je fais ça pour que vous compreniez que c'est la toiture qu'on est en train de voir de la maison. Et donc, il est content. Donc, ça veut dire que si ça, c'est notre cadrage, ici, la manière dont j'ai positionné la caméra sur ce plan-ci nous montre que j'ai inclus le personnage, qui est numéro 1, et la maison, qui est numéro 2, mais j'ai exclu l'arbre, qui ne figure pas dans notre cadre. Mon personnage qui est là, et la maison qui est là, et j'imagine que l'arbre qui est en extérieur. La deuxième partie de la définition qui dit que c'est cette manière de positionner la caméra sur un espace afin de déterminer ce qui sera inclus ou exclu de l'image. Ça, c'est le cadrage. Dans le cadrage, nous savons très bien que nous avons plusieurs segments, qui veut dire que ce qui constitue un cadrage, c'est les plans. Et les plans, nous en avons plusieurs. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas citer tous les plans parce qu'il y en a plusieurs, mais je cite les 3 principaux. Pourquoi? Parce que dans chaque plan, nous avons toujours les sous-plans. Donc, je dirais que le premier, nous avons le plan large. Nous avons le plan large. Le plan large, le deuxième, nous avons le plan serré. Plan serré. Et troisième, nous avons le plan rapproché. Je pense même qu'ici, je l'ai écrit en inverse. Sinon, on dira que ça, c'est le plan 1, ça, c'est le plan 2 et ça, c'est le plan 3. Le plan large, c'est le plan qui nous donne une vie d'ensemble. Et le plan rapproché, c'est un plan qui nous donne l'expression du personnage. C'est pourquoi dans ces plans, comme je vous ai dit, il y a plusieurs sous-plans où on a le plan américain, on a le plan moyen. Mais ça, ce sont juste des grandes lignes ou des bases. Puis, nous aurons le plan serré pour nous donner plus de détails. Ça peut être les yeux du personnage. Par exemple, là, vous êtes sur un plan et vous voulez juste montrer la réaction la réaction de votre acteur, comment il réagit par rapport
à quelque chose qui se passe devant lui. Donc là, c'est un plan serré ou un très gros plan. C'est pourquoi j'ai dit il y a plusieurs plans, mais là, ce sont juste des lignes. Ça, c'est ce qui englobe le cadrage. Ça, on n'est même pas encore dans la composition que sur le cadrage. Donc, je dirais que le cadrage est un outil fondamental pour contrôler ce qui sera montré au public et comment ça sera montré. La composition. La composition dans le cinéma fait référence à l'arrangement visuel des éléments au sein du cadre, c'est-à-dire la manière dont les objets, les personnages, la lumière ou les couleurs sont disposés pour rendre une image cohérente et significative. Donc là, on va retenir le mot cohérent plus signification. Il est très important de comprendre ce qui est cohérent, ce qui doit signifier quelque chose. On ne cadre pas que pour prendre l'image qui est là. Et déjà ici, on voit la grande différence entre la composition et le cadrage. Nous savons que le cadrage, c'est l'art d'occuper l'espace. C'est ce que vous voulez montrer, c'est ça le cadrage. Qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre cadre? Pendant que la composition, ici, c'est plus le domaine de ce qui est symbolique. Qu'est-ce que vous voulez dire dans ce que vous mettez dans votre cadre? Donc nous savons que si nous avons notre cadre qui est là, comme je l'avais fait dans le dessin que vous avez vu, nous avons le personnage qui est là et la maison qui est de ce côté. Et pour ça, on appelle ça cadre parce que justement, on a cadré et on a fait sciemment, on n'a pas voulu montrer l'arbre qui était aussi de l'autre côté. Maintenant, la signification, ce qui nous amène dans la composition, pourquoi l'arbre n'est pas montré sur ce plan? Qu'est-ce que nous voulons signifier ou qu'est-ce que nous voulons montrer? Ça, c'est ce qui fait la différence entre ces deux éléments. Comme pour le cadrage qui a des plans, la composition aussi a ces éléments. Nous avons d'abord la règle de tiers, c'est cette ligne-là que vous voyez, généralement qui apparaissent en vertical et en horizontal, pour nous donner l'équilibre. La règle de tiers nous sert à avoir l'équilibre sur une scène. L'équilibre qui veut dire la manière dont vous allez vous décider à comment vous allez disposer les éléments sur votre cadre. Soit le personnage sera comme moi je suis, si vous regardez là maintenant, sur le coin de cette ligne, ou si je viens sur le coin de cette ligne, je ne sais pas si vous m'entendez bien, ou soit là, je viens quasiment à être au milieu pour vous parler comme ça, mais je préfère retourner et avoir ma position initiale, c'est mieux pour moi. Et deuxièmement, nous avons aussi ce que nous pouvons dire la profondeur de champ. La profondeur de champ qui s'apparente sur la manière dont vous disposez ou la manière dont votre scène, si je mets la caméra là et mon personnage ici, la profondeur des champs, c'est toute cette partie-là qui vous permet à savoir comment justement vous allez organiser votre composition dans votre cadre. La distance qui va séparer les choses qui seront placées ou les personnes ou les éléments que vous voulez avoir dans votre composition. Pour la composition, on peut se limiter à ces deux règles-là parce qu'il y en a plusieurs comme on avait énuméré en disant que nous avons les personnages, la lumière, la couleur, tous ces éléments-là qui entrent dans votre composition. En fait, la profondeur de champ vous donne juste la latitude de savoir comment vous allez travailler sur les premiers plans, les seconds plans et les arrière-plans. Là, nous avons été vraiment dans la théorie. On va essayer d'aller maintenant du côté pratique, voir comment ça se présente ou comment ça s'aborde ou pourquoi, parce que, comme j'aime bien le dire, on le fait. J'ai été contacté par la Bra Congo pour travailler sur ce projet d'un Nkoy Black où il fallait mettre en exergue un personnage qui est rempli d'ambition, qui reflète bien l'esprit Nkoy comme ils aiment bien le dire. Et le personnage était censé être quasiment le roi d'un pays ou d'un village. Il était aussi censé avoir des sujets qui faisaient de lui un roi justement. Pour montrer sa suprématie, il devait être celui justement qui prend cette bière-là qui est la Nkoy. Le client voulait avoir un film assez dark, comme j'aime le dire, ou assez sombre, parce que justement on voulait montrer le côté black de l'Nkoy et le personnage devait refléter cela. D'où l'idée était de filmer vraiment un film en plein jour, mais qui devait être assez noir. À un moment donné, on voit un léopard. L'idée était qu'il marche avec un léopard qui ne devait pas vraiment être très vrai, parce que justement on n'allait pas trop dans le style Beaufort où on voit un ours qui est assez réaliste dans la manière dont ça a été exécuté. Dans ce film, la partie que j'aimerais partager avec vous, c'est la partie où on le voit prendre la bière. Parce que c'est un plan que j'avais tellement travaillé, où j'avais voulu mettre beaucoup plus d'accent, où la composition devait vraiment rester. Parce que c'était aussi la première fois qu'on voyait la bouteille. Cette image que je suis en train de présenter, vous allez voir ce que l'on voit déjà. Nous avons cet effet de ralenti que j'ai voulu ramener dans cet endroit. Et même si vous entendez le son, vous allez écouter la manière dont l'image essaye vraiment de se ralentir, tout s'arrête, tout le monde garde son souffle parce que le roi veut prendre
la black. Théoriquement parlant, comme je vous ai dit, il s'agit de l'Ankoi. L'Ankoi, on sait que c'est en lingala, ça veut juste dire léopard. C'est pas tigre, j'espère. Non, léopard. Donc, qui veut simplement dire que nous savons que le léopard, c'est un animal tacheté. Et on va même remarquer que ici, sur l'image, je fais en sorte de ramener cet effet-là par les flares de la lumière, pour nous montrer justement, là, il est en train de venir entrer dans le monde du léopard. Ce qui représente un peu sa fourrure d'une certaine manière. Du côté symbolique, comme j'aime toujours le dire, nous allons même nous rendre compte qu'il y a un élément qui se passe au moment où le roi veut toucher la bouteille. Si je m'éplais, vous allez remarquer que là derrière, il y a les flammes qui se lèvent. Il y a quelque chose ça montre un peu le contact qu'il y a entre la main du roi ou le roi avec la bouteille que le roi avait touchée. Juste avant qu'il ne touche, on a là, de ce côté-là, on a la flamme qui se lève. Juste avant qu'il ne touche. Et ça fait cet effet que nous sommes en train de voir. Comme je le dis, ici, la théorie est que c'est mettre juste le côté où on montre l'effervescence qu'il y a entre le moment où il veut prendre la bouteille. Il rentre dans le monde du koi, et puis là, quand il veut prendre la bouteille, il y a les flammes qui s'élèvent là derrière. Et on le voit, boum, il prend la bouteille. Ici, tout est vraiment centré. J'ai vraiment voulu centrer tout ce que nous voyons. Donc la bouteille est mise au centre. Si là je mets notre règle de tierce, nous verrons que là la bouteille est vraiment centrée. Pourquoi? Parce que c'est l'élément central à ce moment-là. Nous avons une sorte de déséquilibre. Bien que je sais que je vous ai parlé de l'équilibre dans la composition, mais s'il existe l'équilibre, donc il existe aussi le déséquilibre. Pourquoi je dis que la bouteille est au centre dans un monde qui n'est pas équilibré? Nous allons voir que dans la partie droite, ici, que tout est dans l'ombre, tout est dans le noir, pendant que dans la partie gauche, on a au moins des éléments du visuel, parce que là, on sait voir un personnage derrière qui est en train de danser, on sait voir les mouvements et surtout, on sait reconnaître nos flammes. La balance est vraiment bien placée, où nous avons des problèmes et nous avons des solutions. Nous avons des personnes qui sont heureuses et qui sont malheureuses, pour montrer la balance de la vie. Et dans cette balance-là, au milieu, c'est l'Ankoi. Ici, la décision était, puisqu'on a dit que le cadrage, c'est le fait d'exclure ou d'inclure quelque chose, ici, dans la partie droite, nous avons exclu tout élément, mais nous avons inclus tout ce qui est danseur, tout ce qui est le message que nous avons voulu faire passer, qui est les flammes qui se lèvent pendant que le roi essaye de toucher la bouteille. Donc déjà ici, nous pouvons remarquer que nous avons notre équilibre, nous avons travaillé sur la règle de tierce et aussi le cadrage a été respecté dans le sens où on savait qu'est-ce qu'on voulait mettre dedans et qu'est-ce qu'on ne voulait pas. Nous avons dit que dans la composition, nous avons les personnages, nous avons la lumière, la couleur et tout ce qu'on veut. Et c'est même ce que nous remarquons ici sur notre image, que nous avons une image assez désaturée, bleuâtre, si je peux le dire ainsi, et seul élément qui se dégage, malgré que c'est dans le background, malgré que c'est dans le flou, c'est les flammes qui viennent avec des couleurs quasiment opposées de notre mood général. Bon, ça, c'était pour vous montrer un peu comment décortiquer ou comment ressortir les éléments. Pourquoi un élément doit figurer dans un plan et pourquoi l'autre ne doit pas. Ou pourquoi l'angle doit être de cette manière-ci. Pourquoi l'objet que l'on veut présenter, ça peut être un personnage, un humain ou un objet. Pourquoi ce personnage doit être au fond, au milieu ou à côté. Voilà pourquoi il est très important de prêter attention dans le cadrage et dans la composition. Comment vous composez votre image? Quelle information vous mettez dans votre composition? En gros, je dirais que la composition et le cadrage jouent un rôle essentiel dans la narration visuelle d'un film, car ils peuvent influencer la perception du spectateur, renforcer l'émotion d'une scène, donner plus de sens ou plus de symbolique, ou encore, je peux rajouter, comme on avait dit au début, guider l'attention du spectateur sur un point précis de votre film. Si cette vidéo vous intéresse, je pense que celle-ci vous intéressera encore plus. C'est une vidéo où j'aborde l'art de la réalisation. Et dans cette vidéo, je vais beaucoup plus en profondeur du symbolisme dans la composition ou le cadrage, ou même les jeux d'acteurs ainsi que la lumière. Alors je vous demanderai de ne pas hésiter de cliquer et d'aller vous immerger dans ce monde de connaissances cinématographiques. Comme j'aime toujours le dire, n'oubliez pas, à vos machines, écrivez, shootez, éditez et recommencez encore. À la prochaine pour une prochaine.